On l'aura donc bien compris, il y aura une prolongation du bouclier tarifaire en 2023. On a tous retenu ce chiffre, hausse limitée de la facture de 15% pour le gaz et l'électricité. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Bonjour Wester, David. chef économiste chez Ostrom Asset Management. Donc c'est la Première ministre en personne, on l'a vu, qui en a fait l'annonce hier en conférence de presse. Les ménages sont concernés, les petites entreprises sont concernées, les petites communes sont concernées. Est-ce que pour vous, ça reste un bouclier protecteur avec 16 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement? Sans, on aurait des hausses de tarifs de 120%, nous a rappelé la Première ministre. Oui, on reste dans la logique de la protection du pouvoir d'achat des salariés, des consommateurs et des institutions que vous évoquiez. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, quand on regarde dans d'autres pays, les prix, je pense à l'Allemagne par exemple, ou encore pire à la Grande-Bretagne, les prix payés par les ménages sont absolument considérables et ont augmenté très rapidement. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le gouvernement pour mutualiser le choc énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne paiera pas à terme le vrai prix de marché, mais qu'à court terme, il est plus coûteux pour l'économie d'avoir des chocs brutaux sur les prix que d'essayer de lisser ces évolutions. Donc c'est des choix qui peuvent être dont les mesures techniques peuvent parfois être critiquées, mais c'est une situation qui permet de maintenir les Français dans un confort relatif sur le plan budgétaire, sur le plan d'utilisation de l'énergie. Ça fait 20-25 euros par mois en plus d'augmentation de la facture en moyenne. Je le disais, 16 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour ce bouclier, plus 2 milliards quasiment pour le chèque énergie. L'exécutif a fait le job parce qu'il y a cette contrainte budgétaire encore aussi, tenir les 5% de déficit l'an prochain avec une croissance qui ralentit sacrément. Mm-hmm. Il pouvait difficilement mettre plus. Alors, le 16 milliards, c'est en net. La redistribution qu'il va y avoir est de l'ordre de 45 milliards. Mais il y aura des recettes supplémentaires parce que les prix sont plus élevés, etc. Donc, en net, effectivement, on est à 16 milliards de coûts budgétaires, mais la mesure en tant que telle sera de l'ordre de 45 milliards. Donc, c'est assez conséquent pour du côté du budget. Et effectivement, c'est dans un environnement qui n'est pas porteur, en France, qui n'est pas porteur en zone euro, aux États-Unis ou en Chine. Donc, on a une économie globale qui ralentit. Et l'objectif de ce bouclier énergie, c'est de limiter l'impact de ce ralentissement sur l'économie française. Ça reste supportable pour les ménages, Philippe, cette hausse de 15%? Alors, c'est là où il y a une discussion, c'est-à-dire que les baisses, les hausses plutôt limitées de l'électricité s'appliquent de façon uniforme à tous les ménages. On aurait pu imaginer, comme c'est le cas en Allemagne, qu'il y ait une aide sur un montant défini, un montant de base défini, et puis pour toute consommation supérieure à ce montant évoqué, eh bien, chacun paye le prix nécessaire. Et ça aurait eu un effet redistributif un peu plus important, c'est-à-dire que on voit bien dans la consommation d'énergie, d'électricité au quotidien que plus vos revenus sont élevés, plus vous consommez d'électricité, etc. Et donc, on aurait pu imaginer un phénomène, un mécanisme qui dit jusqu'à X milliers d'euros par an, vous payez le tarif de base, et puis au-delà de ce tarif de base, eh bien, quand vous utilisez, parce que vos revenus sont supérieurs à ce quelques milliers d'euros par an, eh bien, quand vous utilisez l'électricité au-delà de ce montant de base, vous payez davantage. Ça aurait été intéressant. Ouais. C'est politiquement moins lisible qu'une mesure effectivement comme ça qui s'applique à tout le monde. Après, pour l'aspect redistributif, il y a les versements des chèques énergie de 100 à 200 euros pour les ménages modestes. J'ai pas bien compris d'ailleurs, certains toucheront 100 euros, d'autres 200 euros, ça dépend où on se situe dans l'échelle des revenus. En tout, ça fait 12 Absolument. millions de ménages qui sont concernés. C'est bien là aussi ou c'est pas suffisant?
Ça fait partie du package, c'est-à-dire que c'est un des paradoxes de cette aide du gouvernement, c'est-à-dire que personne n'a le sentiment, quand on regarde les sondages, que eh bien il y a un vrai effort qui est fait à l'échelle globale. Tout le monde constate que oui, il y a de l'inflation, tout est plus cher, mais on n'a pas le sentiment, on n'a pas la même perception qu'on peut l'avoir dans d'autres pays européens de l'implication de la politique économique dans la gestion du quotidien. Et donc ce chèque est intéressant parce que il rend plus concret l'impact de ces aides. Alors tout ça peut être discutable, mais c'est un moyen de montrer qu'il y a un effort effectivement observable qui se fait dans un cadre beaucoup plus large, qui est beaucoup moins lisible, beaucoup moins visible pour chacun d'entre nous. La Première ministre qui a rappelé ce plan de sobriété énergétique, une communication sera faite auprès du grand public à partir du 10 octobre. Chaque geste compte. Et en même temps, hier, on avait le gestionnaire de réseau RTE, très intéressant, qui a également fait des annonces et des prévisions, qui nous dit en substance, c'est un peu long, mais que des risques de coupure existent cet hiver, mais pas de blackout généralisé, même si la météo était très très froide. Est-ce qu'on est rassuré avec ce que nous a dit RTE? Ça permet probablement de réduire les inquiétudes, les angoisses qu'on pouvait avoir, parce que... Enfin, dans un cas très défavorable et dramatique, il y aurait 30 jours possiblement absolument, avec des coupures de courant cet hiver. C'est beaucoup 30 jours, c'est du jamais vu. Hein. C'est beaucoup. Ça fait l'hypothèse, par exemple, que EDF ne remette pas en route ses 32 réacteurs nucléaires. L'ensemble de ces centrales nucléaires. Ça fait l'hypothèse qu'il y a des vagues de froid très intenses, comme il y a eu des vagues de chaleur très intenses cet été. Donc c'est des hypothèses qui sont réalistes, mais assez particulières. C'est la loi de l'emmerdement maximum. RTE, c'est que en moyenne, le risque est assez limité, mais il conditionne quand même cette situation à un comportement beaucoup plus sobre en matière d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir instiller dans tous les comportements. On va tous mettre un pull chez soi et cet hiver, ça fait partie du passage pour éviter à la fois des coûts trop élevés, pour éviter aussi les risques de rupture qu'évoque RTE. Ouais. Encore une fois, on finit là-dessus, Philippe, et dans ce scénario noir, on le disait, hiver très très rude, très très rigoureux, qui nous rappellerait l'année 2010, si l'appel à la sobriété, qui est volontaire et qui n'est pas contraignante, n'est pas entendu par les Français et les entreprises, il va falloir qu'on baisse notre consommation d'énergie sur une trentaine de jours, sinon il y a coupure de courant, encore une fois, alors par quartier, 2 heures maximum uniquement. Mais, pardon, c'est inédit quand même ça. Hein. C'est totalement inédit, bien sûr, c'est totalement inédit. C'est le scénario qui est peu probable, mais qui est plausible et qui existe. Exactement, mais ça pose plusieurs questions. Un sur la question du réchauffement climatique, malgré tout, et puis des questions sur la façon dont, depuis une vingtaine d'années, la question de l'énergie a été gérée en France, notamment la question nucléaire. Là, je pense que on doit poser les choses sur la table et s'interroger sur la façon dont, effectivement, la politique énergétique a été mise en place en France par les gouvernements depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est une vraie question parce qu'on en paye le prix aujourd'hui de façon très très importante. C'est ce que rappelait Monsieur Lévy, le patron d'EDF. Comment faire pour gérer mon entreprise, gérer toutes les questions techniques quand on me dit que les centrales nucléaires vont fermer au fur et à mesure, etc. C'est quelque chose de compliqué et dans le même temps, les incitations à développer les énergies renouvelables n'ont pas été très fortes. Donc il y a eu une situation, une gestion de la politique énergétique qui a été qui a un côté un peu suicidaire, me semble-t-il, depuis une vingtaine d'années et on en paye le prix aujourd'hui. Dernière question, Philippe, sur à la fois le bouclier tarifaire, les annonces de la Première ministre hier sur ce risque de blackout, sur fond de ralentissement, encore une fois, de la croissance. Est-ce que ce plan de bataille du gouvernement, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il est suffisant pour vous?
il est suffisant. Est-ce qu'il est bien dimensionné? Probablement, mais ça nécessite pour chacun d'entre nous d'être plus actif dans nos comportements vis-à-vis de la question énergétique. Les deux aspects sont complémentaires. Il y a une mutualisation du coût via la politique économique, mais chacun d'entre nous, à titre individuel, en tant que consommateur ou les entreprises, tout le monde doit faire des efforts pour que, on ne rentre pas dans un scénario qui soit à risque pour l'ensemble de la société française. C'est ça le deal qui doit être passé. Tout le monde doit faire des efforts pour que. Parce que qui dit coupure de courant pour les entreprises dit entreprise à l'arrêt, dit possiblement chômage partiel, dit ça aura des conséquences sur la croissance aussi, ça. Hein. Ah, il y aura forcément des conséquences parce que quand vous payez votre énergie plus cher, dans un contexte où les prix de l'alimentaire aussi augmentent, à un budget donné, vous êtes obligé d'arbitrer sur d'autres dépenses. Et la machine à laver que vous souhaitiez changer, vous allez peut-être en repousser le moment d'achat. Et donc, ça va avoir une incidence forcément sur le cycle économique. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte de façon importante. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci. Ciao.